Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à l'Agora de la Fête pour ce débat. Ce débat donc sur cette question prégnante aujourd'hui des discriminations territoriales. Nous avons voulu que nous parlions à la fois des discriminations territoriales qui touchent des territoires qu'on va appeler rapidement de banlieue, de périurbains, et puis aussi les discriminations territoriales qui touchent ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement les territoires, c'est-à-dire souvent le périurbain français, les zones rurales, etc. Donc pour ce débat, j'ai à mes côtés 4 intervenants. Alors je vais vous les présenter d'abord, si je retrouve mes fiches. Donc Corinne Cadeys. Vous êtes adjointe à la mairie de La Courneuve, adjointe à la démocratie participative, au logement et à l'égalité homme-femme, entre autres, si je ne me trompe pas. Donc La Courneuve, ville dont le maire est Gilles Poux, qui devait être avec nous, mais qui a un empêchement de dernière minute, donc il s'excuse. Et donc Gilles Poux, qui est maire depuis 1996 de La Courneuve, qui est très engagé sur les questions de discrimination territoriale, puisqu'il y a 10 ans déjà, il avait déposé plainte auprès de la HALD, donc qui était la haute autorité c'était pour de défense de l'égalité, que ça a été regroupé dans le défenseur des droits aujourd'hui. Donc très en pointe sur ces sujets-là. À ma droite, là-bas, j'ai Laurent Péréa. Laurent Péréa, vous êtes maire de Saint-Caprès de la Linde, un village j'ai entre 500 et 600 habitants, c'est ça. Donc c'est au bord de la Dordogne, et vous êtes maire depuis 2008, si je ne me trompe pas. Vous êtes également président du centre de gestion de la fonction publique territoriale dans votre département, ce qui vous permet également d'avoir une vue d'ensemble sur les problèmes de réduction de postes dans la fonction publique. Et vous êtes enfin signataire d'un appel co-signé par 3 maires de communes rurales de votre région qui interpellait le gouvernement en décembre dernier, au début de la crise des Gilets jaunes, sur le mépris pour les territoires discriminés. À ma gauche, monsieur Aurélien Taché, donc vous êtes député LREM de la 10e circonscription du Val d'Oise, qui compte notamment une partie de Cergy. Vous nous la présenterez un petit peu mieux parce que j'avoue que je connais mal ce territoire. Et vous êtes également l'auteur d'un rapport sur la refonte de la politique d'accueil et d'accompagnement des étrangers en France. Et vous êtes aussi président du Conseil national de l'habitat, donc qui est un organe consultatif ministériel, compétent notamment pour tout ce qui est barème de l'APL, les mesures destinées à favoriser la mixité sociale, entre autres. Et enfin, à ma gauche, là-bas en chemise bleue, monsieur... à l'extrême gauche, là-bas, monsieur Philippe Rio. Philippe Rio, donc vous êtes maire de Grigny, dans l'Essonne, depuis 2012. Grigny qui, si je ne me trompe pas, est la 2e ville la plus pauvre de France, quelque chose comme ça. Vous êtes très engagé en matière d'égalité des territoires. Vous avez lancé notamment en octobre 2017, dans le cadre des États généraux de la politique de la ville, l'appel de Grigny. Voilà, donc... alors, j'ai envie de commencer par une question un peu en forme de pirouette qui va appeler une réponse rapide. C'est que depuis le début de ce quinquennat, on ne parle plus d'égalité des territoires, mais de cohésion des territoires. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, je ne sais pas qui veut commencer sur ce sujet-là. Prenez un micro déjà, ça peut vous aider. C'est bon, ça marche. Oui, on nous parle aujourd'hui de cohésion des territoires, et notamment avec l'agence qui vient nouvellement d'être créée pour la cohésion, l'agence nationale pour la cohésion des territoires. En même temps, quand on regarde dans les missions qui sont données, ça peut être honorable, je dirais. Accès aux services publics, au logement, je ne vais pas développer. D'abord, il y a une question qui est posée derrière, c'est quels moyens effectifs on va y mettre. Et en même temps, il ne faudrait pas que le fait de parler de cohésion des territoires viennent à vouloir oublier qu'il y a d'abord une discrimination des territoires entre le monde urbain, comme on va dire, mais je dirais le monde urbanisé qui se concentre beaucoup aujourd'hui au niveau des grandes métropoles qu'on est en train de mettre en place, et en même temps une discrimination qui est dans le rural, mais en même temps qu'on retrouve dans le périurbain. Et je pense que d'autres ici
pourront le dire. Hein. La cohésion, si c'est pour que tout le monde soit d'accord, se mette d'accord, en même temps sans qu'on règle la question de l'inégalité de la discrimination des territoires, je pense qu'on n'en sortira pas. Et je pense que là-dessus, il faut faire attention aux mots parce que, effectivement, entre la cohésion, la discrimination, l'inégalité, il y a beaucoup de sémantique, mais je dirais que dans la langue de Molière, qui est notre langue française, les mots ont un sens et derrière, il y a des choses qui sont données. Si quelqu'un veut réagir sur ce sujet-là, non? Oui, cohésion des territoires. Pourquoi cohésion des territoires? Effectivement, parce que les territoires sont différents. Sous une période récente, on parlait d'égalité des territoires. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, parce qu'on a des réalités qui sont vraiment différentes entre effectivement... peut-être, j'ai pas retenu le nom de la commune, mais le département de la Dordogne, et puis ici en Seine-Saint-Denis ou dans le Val d'Oise où je suis élu. Donc la cohésion, c'est que que chacun trouve sa place et qu'on puisse tirer les atouts et le meilleur de chacun des territoires. Donc je crois que c'est un peu ça que ça veut dire. Voilà, après on y viendra peut-être un peu plus dans le détail sur effectivement les spécificités de ces territoires, ce dont chacun a besoin. Je pense que c'est pas du tout la même chose pour un certain nombre de territoires ruraux ou périurbains où il y a une question d'accès aux services publics, une question de modernisation des infrastructures qui peuvent d'ailleurs se poser aussi en ville, mais peut-être avec une spécificité plus forte pour les territoires urbains qui ont des difficultés autour de politiques qui doivent être menées pour les habitants, puisque pour des jeunes qui sont à Cergy ou proche d'ici, moi je parle de Cergy parce que c'est là où je suis élu, il y a encore quand même énormément de freins qui sont liés à la résidence, qui sont liés au fait qu'ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent sur leur CV, sur le parcours qu'ils vont avoir plus de difficultés juste parce qu'ils sont issus de ce territoire-là. Voilà. Merci. Je voulais embrayer maintenant sur on va passer un petit peu à la définition vraiment de ce que sont les discriminations territoriales aujourd'hui, de comment elles sont subies, effectives pour la population. Donc je vais d'abord m'adresser à vous, Corinne Cadez. Donc vous êtes élu d'un territoire qui s'appelle la Courneuve, et donc je voudrais savoir un petit peu, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que la discrimination territoriale à la Courneuve? Bonjour, donc la réalité de la Courneuve, juste quelques chiffres pour montrer quelle est la réalité de cette ville, c'est 42 000 habitants, une ville populaire, une ville qui est souvent décriée dans les médias. C'est une ville qui est d'une ville maraîchère et devenue ouvrière industrielle, et puis avec l'arrivée, comme tout le monde un peu le sait, des 4000 logements dans les années 60, je signale que c'est la ville de Paris qui a fait construire, puisque les terrains lui appartenaient, les 4000 logements sur le territoire de la Courneuve sans l'accord de la population courneuvienne et des élus courneuviens, c'est à noter. C'est une ville jeune, 30% de la population moins de 20 ans, 36% de la population est étrangère et un taux de pauvreté à 43%. Vous dire si elle est populaire avec certaines difficultés, mais c'est aussi une ville, comme on aime à le dire souvent, fière, rebelle et généreuse, avec une ville combative. Dans les discriminations, 3-4 chiffres qui sont flagrants. 68% des enseignants ont moins de 5 ans d'ancienneté dans la ville. Un enfant à la Courneuve perd 1 an d'anciennement du fait du non-remplacement des enseignants dans sa scolarité. Il y a un agent au Pôle emploi pour 160 chômeurs, alors qu'il y en a un pour 116 en France. 2 fois plus de logements sociaux, nous sommes à 52%, mais aussi 2 fois plus de demandes de logement. 50% de postes de médecins scolaires en Seine-Saint-Denis sont vacants. Et dans ce qui concerne l'accès au droit, quand on fait une demande d'audience au tribunal d'instance d'Aubervilliers, dont dépend la Courneuve, c'est une attente d'1 an pour 2 mois dans les tribunaux parisiens. Donc vous voyez, si on a porté plainte à la HALDE en 2009, il y a 10 ans maintenant, c'est parce qu'il y avait des discriminations que l'on voyait en tant qu'élus sur les politiques publiques et sociales, mais aussi parce que les Courneuviens eux-mêmes vivaient ces discriminations individuellement, soit pour l'accès à l'emploi avec ce que vous venez de dire sur l'adresse, mais aussi l'accès aux grandes écoles à Paris, on vient de la Courneuve, on n'y a pas droit. L'adresse, peut-être, on va expliciter, voilà. L'adresse, la direction.
Sur l'adresse. Ah non, la discrimination à l'adresse. À vous voulez dire, l'adresse, d'accord. voilà. Quand on habite, qu'on met une adresse à la Courneuve, on ne trouve pas d'emploi ou des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on avait porté plainte. Il y a eu des choses qui ont commencé à être retenues dans la loi, puisque la HALD à l'époque avait reconnu le principe de discrimination territoriale. Il y a eu des petites avancées à ce sujet, mais la HALD a disparu au profit du défenseur des droits. C'est un peu noyé. Donc c'est pour ça que nous, pour notre part, nous avons relancé la démarche il y a maintenant au mois d'avril avec de nouvelles données qu'on a compulsées dans un grand document qui s'appelle l'Atlas des inégalités, un travail professionnel, voilà, pour relancer avec d'autres, puisqu'il y a maintenant beaucoup de personnes, d'élus, mais d'associations qui s'engagent sur cette question des discriminations. Parce que ça nous semble plus qu'important. Et on avait dit en 2000, quand on a démoli une barre à la Courneuve, l'avenir de la République, c'est aussi ici. Voilà. Merci. On va rester un peu dans le thème de la banlieue parisienne avec Monsieur Rio, donc maire de Grigny. Alors Grigny, c'est une ville qui a une particularité notable, c'est que la ville est passée entre 1968 et 1975, la ville est passée de 3 000 à 26 000 habitants. Donc avec une construction, des programmes de grande construction de l'époque. Donc ça a entraîné évidemment des déséquilibres, des conséquences pour la ville aujourd'hui. Peut-être, Monsieur Rio, vous pouvez présenter un petit peu cette ville et puis ensuite revenir sur ce que vous avez identifié comme discrimination territoriale dans votre ville. Alors, je rebondirai sur le débat sur le mot cohésion. C'est un mot qui est beaucoup trop doux, beaucoup trop léger pour décrire une situation d'extrême urgence de notre société et de l'unité nationale de notre République. C'est pour ça que je pense que le mot qu'il convient, c'est celui d'égalité territoriale qui renvoie à des droits. La cohésion ne renvoie, somme toute, qu'à une volonté de faire, qui est importante. Mais le mot égalité renvoie à des droits, et je crois que c'est ça dont nous avons besoin dans nos territoires, qu'ils soient ruraux délaissés, les bassins industriels en voie de reconversion, les territoires populaires ou le périurbain. Nous avons véritablement, dans ce moment-là, à refaire union nationale. Les discriminations, on les connaît tous maintenant. La liste y est depuis une dizaine d'années, je crois que, y compris dans un clivage politique qui peut être amoindri, c'est-à-dire qu'on peut avoir une lecture transpartisane. Aujourd'hui, de se dire les discriminations, nous les connaissons, elles ont été décrites tout à l'heure par ma collègue de la Courneuve, à Grigny de la même manière, mais aussi dans d'autres villes de périphérie de grandes métropoles, ou dans des territoires, encore une fois, ruraux, ou des territoires de reconversion industrielle complètement délaissés. Ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est comment on refait une nation. Le véritable sujet, il est là. Et sauf à inventer quelque chose que l'on ne connaît pas, la place des services publics est un élément extrêmement important pour refaire nation, pour refaire du sens et pour refaire du commun dans notre République. Encore une fois, là où la République a reculé, là où la République a vu l'austérité prendre le dessus, là où nos politiques publiques ont été bien plus lentes à corriger les effets néfastes de la crise du capitalisme et de ses impacts territoriaux, il y a aujourd'hui un sentiment de décrochage, d'abandon et de non-reconnaissance dans cet avenir que nous devons faire en commun. Et donc je crois que nous avons à nous atteler extrêmement rapidement, parce que tous les jours, il y a des décrochages massifs dans ces territoires, de se redonner un projet en commun. Et je crois que ça passe encore une fois par une unité nationale autour de ces questions-là. Monsieur Taché, je me tourne vers vous maintenant pour évoquer un petit peu aussi votre circonscription, puisque vous êtes élu, vous aussi, de la circonscription de la 10e du Val d'Oise, alors qui recouvre quelle commune exactement?
Alors, elle recouvre le nord de Cergy, avec les quartiers de Cergy-Saint-Christophe et Cergy-le-Haut, et puis un certain nombre de communes qui sont Jouy-le-Moutier, Vauréal, Courdimanche, Menucourt, 9 communes. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre territoire et puis expliquer en quoi s'il souffre aussi de discrimination territoriale, si c'est le cas, j'imagine que oui. Oui, bien sûr. Cergy, c'est évidemment l'agglomération de Cergy-Pontoise. C'est une ville nouvelle donc, qui a été bâtie en même temps que les villes nouvelles il y a une cinquantaine d'années. Alors on est à 40 km de Paris, avec sur le plan des transports le RER A comme seule possibilité de se déplacer. Et c'est, pour donner une petite idée à ceux qui connaîtraient mal le territoire, la ligne de RER la plus empruntée d'Europe, avec 1 million de voyageurs chaque jour, et donc celle qui connaît le plus de difficultés, avec des pannes récurrentes, un sous-équipement chronique, et donc beaucoup de difficultés pour les Cergy-Pontains et les Cergysois pour, par exemple, accéder à Paris ou à la Petite Couronne. Et comme on est évidemment sur une population qui vit à Cergy mais qui travaille majoritairement à Paris ou dans ses alentours, ça crée un certain nombre de difficultés. Ça pourrait être un petit peu équivalent à ce que vivent finalement un certain nombre de villes en milieu rural, périurbain, en tout cas en dehors de la région parisienne. Et à cela s'ajoutent les difficultés que peuvent connaître les habitants de Cergy eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de quartiers prioritaires politiques de la ville, comme dans beaucoup de villes, comme à Grigny, comme ailleurs, et où il y a un taux de chômage plus important, où il y a une discrimination à l'adresse qui est effective. Donc vous voyez, on cumule un peu les difficultés qui peuvent être ceux de gens qui vivent dans des quartiers populaires et qui, parce que effectivement il y a un certain nombre de difficultés, on est dans un cercle vicieux avec des employeurs, avec une société qui finalement se dit que les gens qui vivent dans ces quartiers sont si ce n'est infréquentables, il y a une espèce de méfiance intrinsèque qui rend la vie plus difficile pour ceux qui veulent trouver du boulot, s'en sortir. Et en plus, cette question des accès qui est rendue difficile par le fait qu'on soit à 40 km de Paris. Donc il y a vraiment à agir sur ces deux plans. Alors évidemment, le RER A, c'est un combat de tous les jours depuis des années. Sur les aspects plus liés aux difficultés qu'on peut rencontrer quand on est dans un quartier difficile, une des manières de prendre les choses, moi j'entends ce qui est dit sur la question de l'égalité, de l'unité nationale. Après, il faudrait débattre peut-être de la conception qu'on peut en avoir, parce que moi je trouvais que cette question de l'égalité des territoires, elle était un petit peu compliquée, parce que par définition, la Creuse et Paris, ce sera jamais pareil. Donc il faut pouvoir peut-être répondre aux besoins de chacun et donner plus quand il y a besoin de plus. Et une des choses qui, à mon avis, est utile dans ce sens-là, c'est par exemple, vous parliez d'emploi tout à l'heure, madame, on essaye de mettre quelque chose en place qui s'appelle les emplois francs, qui est en train de se développer. Alors, c'est pas solution miracle, mais la logique est de se dire, il y a plus de chômage, donc il faut faire quelque chose qui soit dérogatoire, pas au droit commun, parce que c'est pas aller proposer aux gens qui vivent dans ces quartiers des sous-contrats ou des choses au rabais, comme ça a pu longtemps se faire, mais de dire, oui, on va faire une discrimination à l'envers. On va dire que si quelqu'un est recruté alors qu'il vit dans ce quartier-là, par exemple chez moi au quartier de l'Horloge à Cergy, l'entreprise qu'il recrute, elle a une prime pour ce recrutement. Si il y a plus de difficultés à l'école, c'est dans ces quartiers-là qu'on va dire qu'il faut mettre que 12 élèves par classe. Voilà, donc c'est de la discrimination territoriale positive, et je pense que ça peut avoir une vraie utilité. Bien sûr, alors le souci aujourd'hui, c'est qu'on voit effectivement que mettre plus là où il y a besoin de plus, ça paraît d'une logique implacable, mais ce sont des territoires qui souvent ont moins alors qu'ils ont besoin de plus. Donc c'est vraiment la question qui est posée. Je me tourne vers vous, Monsieur Perea, parce que c'est un petit peu une problématique différente et semblable à la fois que vous avez dans votre territoire. Donc moi, je voulais vous poser des questions. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez en tant que maire d'une commune de Dordogne? Et puis, j'allais poser une autre question qui est un peu son corollaire. Vous avez signé, donc en décembre dernier, comme je le disais, un appel avec deux autres maires de votre région. C'était au début de la crise des Gilets jaunes, pour dénoncer le mépris, l'arrogance, l'absence de réponse. Alors, on le sait, le mouvement des Gilets jaunes est essentiellement quelque chose qui est rural, périurbain, qui touche moins les grandes villes, en tout cas moins visiblement dans sa forme de mobilisation. Qu'est-ce que ça veut dire de votre territoire? Est-ce que, donc déjà, les problématiques de votre territoire et le révélateur de la crise des Gilets jaunes, ça fait déjà pas mal de questions.
Ça fait beaucoup. Non, mais je vais être très bref. Sur la question de la discrimination dans des territoires ruraux comme les nôtres, et notamment des petites communes, c'est vrai qu'on ne joue pas dans le même jeu avec 600 habitants que quand on joue avec des municipalités et des collectivités de la dimension de nos collègues. Mais on retrouve en même temps des problématiques. En termes de discrimination, je crois qu'il y a la question du service public et de l'accès au service public qui se dégrade de plus en plus, voire à disparaître dans nos collectivités et dans nos territoires, et donc l'éloignement pour les citoyens, en même temps, pour pouvoir y avoir accès. Je prendrai une chose que disait Philippe Rio tout à l'heure, quand on parlait de cohésion. Je dirais que la grandeur de la France, elle s'est faite à partir de deux données, la Déclaration universelle des droits de l'homme et je dirais la construction qui a pu se faire derrière après le programme national de la résistance. Et donc, effectivement, avec une démarche qui était donnée et du sens au service public dans notre pays. Et je crois qu'une nation, en même temps, elle ne peut effectivement se construire et par un service public national sur les grands critères et en même temps avec l'ensemble des territoires dans leur diversité. J'entends ce que nous disait monsieur le député, il y a une diversité, mais ça ne veut pas pour autant dire que le monde rural et ceux qui font le choix de vivre dans le monde rural, et certains n'en ont pas fait le choix parce que c'est leur vie, ils ont envie de pouvoir aussi vivre normalement, je dirais, ils ne demandent pas la lune, ils demandent à pouvoir vivre décemment. Et le service public, quelque part, est un moyen de pouvoir répondre à ça. Sur la question, parce que la discrimination, elle touche aussi, en même temps, les collectivités qui essayent de pallier au désengagement de l'État. Et notamment avec des financements qui existaient. On parle beaucoup de la baisse des dotations dans les collectivités. Je vais donner un exemple. Ma petite commune, depuis 2014, c'est chaque année 81 000 € de dotation globale de fonctionnement qu'on avait. Depuis 2014, c'est 0 €. De plus, c'est rajouté depuis une dotation qu'on nous prélève sur la commune de 14 000 € en plus pour participer au redressement du déficit de l'État. C'est-à-dire 95 000 € depuis 2014 qui ne tombent plus dans les caisses. Alors on nous a dit, on va régler quelque part et pallier par l'augmentation de la dotation d'équipement, la DETR. Et donc, quand on regarde et qu'on dépose les dossiers pour la DETR, je vais donner encore 2 exemples. Cette année sur ma commune, il y a y compris des projets qui sont fléchés jusqu'à 40% de DETR. Et donc, on avait 2 gros dossiers cette année où on a déposé. À l'arrivée, c'est 25% de DETR parce qu'il y a tellement de demandes qu'on a réduit. Y compris, on avait droit à 5% de plus parce qu'on est en zone de revitalisation rurale. C'est-à-dire que de 45% qu'on aurait pu avoir droit, on est à 25%. Après, mettez la main à la poche. Je veux dire, ça fait partie aussi des discriminations. Et donc ça, c'est une complication. C'est pour ça, et je terminerai sur la question du mouvement des Gilets jaunes et de l'appel que nous avons lancé avec de maires. Et je rappelle que c'était, y compris, appuyé sur un appel, l'appel de Grigny, après le plan Borloo, sur la question des discriminations. On va y venir, en effet. Voilà. Je vous en prie. Parce qu'en proximité, y compris avec les citoyens dans notre commune, en même temps qui étaient dans les Gilets jaunes et qui nous disaient, monsieur le maire, c'est pas contre vous. Mais voilà les questions qui nous sont posées. On vit dans le monde rural, y compris sur la question de la mobilité, parce que quand on parle du carburant, l'éloignement du travail, l'éloignement des services publics, mais y compris une autre question qui vient par la question du logement, où aujourd'hui on quitte la ville, y compris des villes comme Bergerac et Périgueux chez nous, parce que le logement est trop cher. On vient dans nos petites communes, mais on se retrouve avec d'autres complications parce qu'on est loin de tout. Et donc, c'est encore une discrimination de plus. Et donc, on s'est retrouvé dans ce mouvement des Gilets jaunes parce qu'ils posaient des grosses questions, et notamment 2 grandes questions, je termine là-dessus, la question de l'égalité et la question du défi démocratique. Et je pense que ça, c'est des questions qui nous sont posées à tous. Merci, je vais rebondir sur le propos puisque vous avez parlé
de l'appel de Grigny. Alors l'appel de Grigny, c'était en 2017, hein, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez un petit peu, Monsieur Rio, étant donné que vous en étiez un des architectes, expliciter de quoi il s'agit et ensuite où en sommes-nous 2 ans après, puisqu'on se rappelle notamment du rapport Borloo, si vous pouvez un petit peu faire l'histoire de manière très synthétique, des mesures gouvernementales de l'été 2017, d'une triple peine, la baisse des subventions aux associations, sans aucune information préalable, la fin des contrats aidés, et puis quelques baisses de dotation politique de la ville pour les communes. Et donc, à plusieurs acteurs associatifs, et c'est ça la nouveauté peut-être dans la longue histoire de la politique de la ville, de ce que l'on appelle de manière un peu techno la politique de la ville, des élus de toutes tendances politiques confondues hors Front National, nous avons poussé une gueulante et nous nous sommes réunis à Grigny le 16 octobre 2017 avec 10 revendications. Ça a dépassé notre entendement puisque plus de 1000 personnes sont passées ce jour-là, encore une fois, pour faire clair les gens de terrain, entre les acteurs associatifs et les élus locaux. De cette plateforme revendicative, le président de la République a entendu et a confié à Jean-Louis Borloo le soin de mener des travaux auxquels, encore une fois, les responsables associatifs de terrain et les élus politiques, toutes tendances confondues, ont participé. Et cela a fait l'objet d'un rendu d'un rapport, un fameux 22 mai 2018, où le président de la République a quasiment mis à la poubelle, en tout cas de manière symbolique, un rapport conduit de manière transpartisane, encore une fois, élus locaux et puis associatifs. Quelques éléments sont quand même sortis de ce document, peut-être un problème d'ego, enfin qu'importe, l'histoire est celle-ci. Nous avons été extrêmement tous déçus, certains éléments sont sortis quand même et sont mis en œuvre, des choses que nous avions imaginées. Mais peut-être 2 choses qui me paraissent très importantes et que nous devons continuer à faire vivre au-delà des mesures qui ont été proposées et sont mises en œuvre. Parce qu'il y en a, je pense aux cités éducatives ou à un certain nombre de choses qui ne vont pas résoudre. Quelques exemples de mesures qui sont mises en œuvre. La nécessité dans notre pays de repenser le réaménagement du territoire. Parce que ces fractures territoriales sont aussi le résultat d'un impensé politique sur comment on aménage nos territoires et comment on arrête le laisser-faire des métropolisations qui bouffent tout le reste des espaces. Nous n'avons pas démarré ce sujet-là. Et puis je prendrai quelque chose qui me tient à cœur, que nous avions proposé dans le rapport, qui d'ailleurs ne s'appelait pas rapport Borloo, ça c'est les médias qui disent ça. Mais le rapport c'était vivre ensemble, vivre en grand la République pour une réconciliation nationale. Et il ne s'adressait pas qu'aux habitants des quartiers populaires. Il visait aussi les 14 millions de nos concitoyens qui vivaient dans les territoires ruraux délaissés, les bassins de réconversion, les territoires d'outre-mer, que l'on oublie bien trop souvent. En clair, tous ces territoires où ces 10 dernières années, la pauvreté et la misère s'est accélérée au fur et à mesure du recul de la République. Et un des sujets que nous portions là-dedans, c'est la Cour d'équité territoriale. D'autres l'appellent institution de... Je sais qu'à la Courneuve, vous avez un autre nom, mais l'idée est la suivante. Les discriminations, on les connaît. Mais maintenant, il faut les mesures. Il faut que la nation entière puisse mesurer. Et nous avons émis l'idée qu'une Cour d'équité territoriale permettait 2 choses. On a souvent des annonces ministérielles avec des millions d'euros. Nous, sur le terrain, on voit que très rarement la couleur. Et donc, on a besoin de mesurer objectivement ce qui est consacré pour les ruraux ou pour les territoires populaires lorsqu'il y a de la discrimination positive. Et ça, nous sommes tous aveugles. Il faut qu'on arrête avec cette supercherie des politiques publiques qui, depuis 20 ans, nous disent « il y a des millions, il y a des millions ». Toute la France entière croit que les millions arrivent, mais je peux vous assurer, ils n'arrivent pas. Et le deuxième sujet, c'était d'avoir un regard précis sur le rôle des préfets. Parce que ces enveloppes budgétaires, elles sont souvent données aux préfets. Et là,
c'est le jeu de bonneteau. Si vous êtes bien, c'est bien. Si vous n'êtes pas bien, c'est pas bien. Et on a besoin de transparence dans tout le cheminement des décisions politiques quand un ministre parle. Parce que quand un ministre de la République prend une décision et qu'on ne la voit plus sur le terrain, c'est le désespoir qui gonfle et qui gonfle. Et c'est ceux qui ne bénéficient pas de ces annonces-là qui se disent « mais c'est toujours les mêmes qui ont quelque chose et nous, on n'en a pas ». Et on crée des fractures au sein de la population, entre territoires, et on doit très rapidement, je crois, mettre en œuvre cette idée de cours d'équité territoriale pour retrouver de la transparence et de l'objectivité dans un réaménagement du territoire. Eh bien, je me tourne vers vous, Corinne Cadeys, parce que donc vous avez également à La Courneuve élaboré plusieurs propositions. Alors, ça ne s'appelle pas une cour d'équité territoriale, ça s'appelle autrement, c'est ça ? Non, faudra accorder les violons. Non, je rigole, mais est-ce que vous pouvez un petit peu justement présenter ces mesures qui vous semblent importantes et que vous mettez en avant? Je crois qu'il y en a 18, on ne va pas toutes les faire, mais ce qui vous paraît important. On n'a pas appelé ça, on a rayé y compris le mot proposition. Pour nous, ce sont des exigences. Si on veut l'égalité, il y a des exigences à avoir, parce que l'objectif, c'est aussi de rétablir de l'espoir dans nos quartiers et que notamment la jeunesse qui, pour une certaine partie, lutte, se bat tous les jours pour réussir à l'école, pour réussir sa vie, mais pour une autre, a un peu baissé les bras. Donc, redonner de l'espoir à toutes ces populations. Nous, on a, donc, lors des assises de l'égalité, fin juin, proposé 18 exigences pour établir cette égalité. Je voudrais dire qu'elle coûte 10 millions d'euros. On a chiffré pour 6 millions d'habitants des quartiers populaires. Je le mets en rapport, quand on parle de choix, aux 22 milliards pour le CICE. Et quand on parle des préfets, moi je souhaite que l'argent public soit contrôlé comme Philippe, mais pour le CICE, plusieurs parlementaires de Seine-Saint-Denis ont demandé au préfet à quoi avait servi l'argent qui devait créer des emplois. Pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, donc il n'y a pas clarté sur l'utilisation des fonds publics. Et sur l'argent qu'on donne, nous on fait partie des 80 villes, donc Grigny avait un peu commencé avant de tester, qui vont être reconnues cités éducatives, sauf que dans le même temps, quand on dit on nous donne de l'argent, dans le même temps on nous dit vous allez avoir de l'argent de dispositif, mais on vient de supprimer 300 000 euros à la ville de La Courneuve, la ville qui était pris en charge par l'Éducation nationale, pour payer les enseignants qui faisaient les études de 16h30 à 18h dans les écoles, et on en a supprimé aussi dans les collèges et les lycées. Donc si on nous donne d'un côté pour reprendre de l'autre, alors qu'il faut donner plus, et sur le donner plus, ce débat-là, il y a 10 ans, il existait, puisqu'on nous disait « ouais, vous vous plaignez, mais il y a beaucoup d'argent en banlieue ». On a quand même progressé au moins là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le rapport Cornu-Gentil, y compris pour la Seine-Saint-Denis, le dit, il y a une véritable discrimination et il n'y a pas assez d'argent, notamment pour nous en éducation, justice et police, dans ces territoires. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Donc il y a ces 18 exigences, il y a 6 exigences qui sont sorties un petit peu de l'appel commun des assises. Et l'idée, parce que l'idée, c'est pas de faire ça et de comment on continue, c'est de travailler avec des parlementaires. Donc pour notre part, notre députée, c'est Marie-Georges Buffet. Donc avec elle et Stéphane Peu en particulier, député de Seine-Saint-Denis, a un projet de loi sur ces questions pour l'égalité républicaine. D'accord, merci. Je me retourne vers vous, monsieur Taché. Au moment de la publication du fameux rapport que je vais qualifier de rapport Borloo, désolé, pour aller plus vite, vous aviez déclaré à ce moment-là effectivement qu'il y avait des propositions, mais vous disiez de façon plus large qu'il fallait changer de logique, arrêter de sous-traiter la banlieue, mener une politique d'émancipation, je lis vos propos, et que ceux qui vivent dans ces quartiers ont besoin d'avoir les mêmes codes, les mêmes accès à l'emploi, au logement que les autres. Alors, j'ai envie de vous poser la question, puisqu'en plus vous êtes membre de la majorité, comment est-ce qu'on peut faire et comment faire pour que le gouvernement prenne en compte ces discriminations et les solutions qui peuvent être mises en œuvre et qui sont déjà sur la table? Oui, alors d'abord je voudrais juste rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Moi je pense que c'était intéressant ce que vous avez dit sur le mouvement des Gilets jaunes. Effectivement, il faut déjà se poser la question d'une manière globale sur ce sujet de la cohésion, de l'égalité des territoires, appelons-le comme on veut. Finalement, de quoi les gens ont besoin?
Au moment de ce mouvement, on a beaucoup dit que oui, ces territoires-là aussi leurs habitants connaissaient de vraies difficultés. Et monsieur a dit, notamment, les gens voudraient pouvoir se loger aussi là où ils travaillent, mais comme ils ne peuvent plus, le logement est trop cher, ils viennent dans nos communes, ça crée des difficultés. Donc d'abord, je voudrais mettre ça en exergue parce que il ne faut pas penser comme moi je sais les difficultés de la ruralité, j'ai grandi dans un village de 800 habitants, dans une famille populaire, je sais très bien à quel point on peut aussi être confronté à des difficultés, mais on a un discours quand même un peu global qui consiste à dire de toute façon on en a trop fait pour les villes, les banlieues, ça ne marche pas, donc il faut laisser tomber tout ça, la politique de la ville c'est un gouffre financier, etc. La ville n'est plus la solution finalement. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, il faut évidemment continuer à faire en sorte que, et faire beaucoup plus pour que les gens puissent vivre correctement quand ils sont dans des petites communes où il y a des difficultés, mais il ne faut surtout pas penser que la ville, opposer les deux, et il ne faut surtout pas penser que la ville ne peut pas être porteuse de solutions. Par contre, il faut se demander comment la rendre accessible. Moi, beaucoup de mes concitoyens à Cergy me disent mais nous, on voudrait habiter plus près, mais c'est beaucoup trop cher. Donc comment on mène une politique de logement qui peut être efficace et sortir des logements moins chers dans les métropoles? Ça aussi, ça doit être un vrai sujet. Moi, au Conseil national de l'habitat, on essaie de réfléchir à ça. On a aussi travaillé beaucoup avec la Fondation Abbé Pierre. On a d'ailleurs publié une tribune ensemble avec Christophe Robert hier, et je serai là dimanche matin pour venir participer à la table ronde logement sur cette question du logement d'abord. Comment on fait pour que tous les habitants finalement aient accès à un logement, quelles que soient leurs conditions, même si les gens ne sont pas capables immédiatement de faire face aux besoins pour payer le loyer ou autre. Il faut mettre les gens dans du logement, il faut faire en sorte que tout le monde ait accès à un logement, et quand c'est possible, près des zones d'emploi. Moi ça, je crois profondément en ça, donc je voulais commencer par dire ça. Après, sur la question du rapport de Jean-Louis Borloo et de toutes les discussions qui ont eu lieu à ce moment-là. Je viens de le dire, moi je crois profondément que les territoires de banlieue, pour aller vite, sont encore très 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 largement sous-dotés. Qu'il faut casser cette espèce de mythe là qu'on entend depuis quelques années, et depuis que des gens comme Guilly et d'autres sociologues ont essayé d'expliquer à quel point finalement les banlieues c'était un gouffre financier, qu'on avait déjà tout trop fait pour elles, etc. C'est faux. Le rapport que vous évoquez, le travail que vous avez fait le démontre. On a encore Seine-Saint-Denis, puisqu'on est en Seine-Saint-Denis, l'établissement scolaire de Seine-Saint-Denis le mieux doté, encore moins bien doté que le moins bien à Paris. C'est une réalité, ça a été démontré par des travaux parlementaires récents. Donc il faut répondre à ça, il faut des moyens, c'est vrai. Il y en avait eu demandé dans le rapport Borloo, il y en a eu donné, certainement pas suffisamment. Malheureusement, souvent comme ça, il faut continuer à se battre pour en avoir plus, je suis d'accord. Mais je ne veux pas non plus laisser penser que tout se résumerait à cela. Oui, les collectivités doivent être soutenues, oui, il faut faire plus sur le plan institutionnel, mais on a quelque chose de plus profond dans la société auquel il faut s'attaquer. Moi, quand je discute avec des jeunes que je rencontre tous les jours, dans ma permanence ailleurs, dans la rue, ils me disent aussi... il y a un regard qu'il faut changer sur nous. Nous, quand on va à la banque, quand on a un projet d'entreprise, on n'a pas accès au crédit parce qu'on n'a pas le réseau nécessaire, on vient d'un quartier qui n'a pas bonne cote, on n'a pas les diplômes qui rassurent le banquier, on n'a pas tous ces codes-là, on n'a pas ce réseau-là. Et ça, je le dis, oui, on peut mettre plus de moyens, il faut le faire, mais ce n'est pas ça qui changera ce regard-là, et ce n'est pas ça qui fera qu'on aura une évolution en profondeur de la société. Pour pouvoir changer le regard sur cette question-là, il faut aussi faire confiance aux habitants de ces quartiers. Il faut qu'ils puissent prendre le pouvoir eux-mêmes quelque part. Moi, j'avais fait une proposition à ce moment-là. J'avais dit, l'argent de la politique de la ville, est-ce que c'est encore, effectivement, vous avez parlé tous de la transparence des circuits des ministères et de la décision publique, mais est-ce que c'est encore normal que, effectivement, la politique de la ville, elle soit totalement gérée dans un ministère à Paris et que, finalement, les associations qui ont des financements, elles soient choisies par des hauts fonctionnaires qui connaissent peut-être assez mal ce terrain-là, qui sont élus par personne. C'est aussi ça que ça dit la crise des Gilets jaunes. On a envie de pouvoir décider nous-mêmes, on a envie d'être reconnus et on a envie d'avoir notre mot à dire directement et que ce ne soit pas des hauts fonctionnaires que personne ne connaît et que personne n'a élus qui décident de tout. Donc moi j'avais proposé une chose simple, j'avais dit pourquoi les conseils citoyens qui ont été mis en place en 2014 ils ne géraient pas une partie de ce budget directement? Pourquoi ce n'est pas les habitants des quartiers qui ont eux-mêmes la main sur ces moyens-là? Déjà là on aurait une marque de confiance, on montrerait que l'État lui-même il fait confiance aux habitants de ces quartiers et peut-être que les entreprises et peut-être le monde économique, j'aimerais bien, et j'avais interpellé le ministre là-dessus, j'aimerais vraiment qu'on arrive à faire ça. Pas répondu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il n'avait pas répondu, il faut continuer à lui soumettre la problématique. Donc vous voyez, il y a aussi tout ça, il y a aussi des élections municipales qui arrivent. Il faut que les jeunes des quartiers soient en capacité demain de prendre
des responsabilités dans les villes directement et que ce ne soit pas uniquement nous. Alors moi, je suis favorable. Moi, j'y suis favorable. J'ai toujours été favorable. Je n'ai pas changé d'avis. C'est vrai que mon président de la République, lui, a dit que ce n'était pas forcément la priorité. Moi, j'y suis favorable. Donc, vous voyez, il y a aussi cette question démocratique, cette question de la prise de pouvoir, cette question de la reconnaissance et de la responsabilité qu'on peut confier directement aux habitants des quartiers qui est, à mon avis, essentielle si on veut avancer. Merci. Je crois que M. Rioux, vous vouliez réagir? Je partage beaucoup de choses avec le camarade qui est situé à ma droite. Je voudrais préciser sur la question du regard de notre société sur les quartiers populaires ou même sur les territoires ruraux délaissés. Moi, je rêverais qu'il y ait un Jean-Pierre Pernaut sur les quartiers populaires tous les jours pour montrer les belles choses. Parce que fondamentalement, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, ce que vous dites sur l'absence de réseau, la discrimination à l'adresse, est bien aussi le fruit du regard de la société tout entière sur ces quartiers et les populations qui y habitent, mais aussi la place du journalisme et des journalistes. Et bien évidemment, des rédactions. C'est très bien, on est ici, je suis très content, l'humanité fait ce qu'elle peut pour montrer, que ce soit sur les territoires ruraux ou sur les territoires urbains, une autre réalité que celle qu'on nous montre aux 13h de TF1. L'élu que je suis est appelé constamment, une dizaine ou une quinzaine de fois par jour, lorsqu'il y a un feu de poubelle ou le moindre fait de violence. Lorsqu'il y a un élève qui réussit, alors que les conditions sont très difficiles dans la famille, mais que la famille s'est mobilisée, même dans la pauvreté, dans la misère, pour changer le cours de la vie des enfants, ces parcours de vie ne sont jamais montrés. Et on renvoie systématiquement à notre société uniquement des images d'échecs, de violence, alors que la réalité est celle-ci, mais pas que. Et donc, même dans le traitement médiatique, nous avons besoin d'une forme d'égalité et d'objectivité pour que les médias prennent fait et cause pour un autre regard sur les quartiers, parce qu'il s'y passe des choses absolument extraordinaires tous les jours. Et ça, les médias doivent jouer un rôle particulier pour effectivement redonner confiance à la société tout entière et notamment aux entreprises qui ont peur de prendre des jeunes et qui peuvent se dire « mais si, j'ai vu à la télé, j'ai vu qu'il y en a qui veulent réussir ». Et ça, les médias ont un rôle, surtout dans notre société actuelle, extrêmement important. Je voulais rebondir sur ce sujet de la représentation, de la propre représentation de la population sur leur territoire, puisqu'effectivement, cette question elle est quand même centrale et sur le regard que porte l'ensemble de la société. Et je voulais poser cette question à vous, Monsieur Péréa, parce que encore une fois, je reviens sur les Gilets jaunes, mais il y a quelque chose dans cette crise qui parle du propre regard que porte la population, une population qui est assez souvent reléguée, cette population périurbaine ou de villages populaires. Alors vous, en tant que maire, quel regard vous portez sur ce sujet-là? Que vous disent vos administrés sur comment est-ce qu'on se dit de Dordogne et comment on se représente la citoyenneté et son territoire? Alors, je partirai de ce que terminait Philippe Rio, là, juste sur l'image renvoyée. Et je veux dire, il n'y a rien de pire, cette image renvoyée, y compris qui crée du climat anxiogène, et y compris ce qu'il ramenait des coups de téléphone par jour, y compris dans une commune comme la nôtre, on a les mêmes. Alors, c'est pas tellement des fois qu'on le vit, c'est parce qu'on a peur que ça vienne chez nous. La question de l'insécurité et autres. Et je veux dire, c'est pour ça que la crise des Gilets jaunes, elle renvoyait aussi un peu de tout ça, quoi. Et je pense qu'il y a un danger, c'est pour ça aussi que dans le débat, je partage des choses qui ont été dites, le danger d'opposer l'urbain, le périurbain et le rural. Je veux dire, on a un ensemble du territoire français, une diversité du territoire français, une culture de la France qui est faite des histoires de chacune de nos régions en même temps. Et je dirais qu'il s'est construite sur ces plus de 30 000 communes que nous avons
encore en France. Et pour ça que la question du bien vivre ensemble, y compris ce que tu rappelais tout à l'heure sur l'intitulé de ce qu'on appelle le plan Borloo, je veux dire, c'est aussi le lien qu'on peut construire entre toute cette diversité aujourd'hui des habitants de nos territoires. Je dirais, créer du bien vivre ensemble, c'est rassembler plutôt que de diviser. Je dirais plutôt que de diviser, de cliver les débats en même temps. Comment on est capable de construire ensemble. Et je dirais, dans ces débats et dans la question de la citoyenneté, je vais y revenir, c'est de pouvoir aborder des questions, notamment comme celle qui est posée là, de la vision qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et je dirais parce que construire du bien vivre ensemble, mais je pense que là, et je parlais du défi démocratique tout à l'heure posé par les Gilets jaunes, c'est poser la question de la citoyenneté avec un grand C quelque part. De pouvoir aborder les débats, les questions, les aspirations en même temps. Des débats qu'aujourd'hui, on est obligé d'être amené à avoir par rapport aux politiques d'austérité, tu en parlais Philippe tout à l'heure, qui ont été menées ces dernières décennies. Des politiques qui sont souvent dans la droite lignée de ce que nous impose quelque part, pour aller vite, l'ultralibéralisme. Et que nous vivons directement au niveau de nos collectivités. Et donc pouvoir avoir ces débats, je dirais, de façon très populaire et très ouverte, sur toutes les données, comment tous les citoyens, ils ont toutes les données en main, pour comprendre d'abord dans quel monde ils vivent, les choix politiques qui sont faits et les conséquences qu'il y a au bout. Parce qu'autrement, moi je vais vite vous le dire, dans ma commune, ça va mal, ça gueule, d'abord ça gueule contre le gouvernement, ça va gueuler contre la région, ça va gueuler contre le département, puis ça vient gueuler contre, je dirais, le maire et le conseil municipal. Parce qu'on met les responsabilités à tous les niveaux. Et je veux dire, si on veut avoir un débat et pour construire, on a besoin d'avoir ce débat avec la population. Dans ce cadre-là et c'est pas toujours facile, je le dis, parce que, y compris, je le vois dans mon propre conseil municipal, aller au débat avec les citoyens, c'est pas toujours facile parce que quelque part on va se faire engueuler. C'est une des premières choses qu'avec mon équipe municipale, on a mis en place en 2008 quand on est arrivé à la tête de la municipalité, c'est d'ouvrir la citoyenneté et je dirais, pour arriver cette année, y compris à un budget participatif citoyen. C'est toute cette construction d'année. Mais les premières réunions, je vais vous dire, les élus, ils venaient quelque part la queue entre les pattes. Parce qu'au départ, on venait se vider en même temps. Et on a commencé à avoir des démarches qui nous permettent aujourd'hui de construire, d'avoir les éléments de ce que pèsent sur les collectivités les politiques publiques, et en même temps de regarder aussi quelle mobilisation on peut avoir avec d'autres élus, à d'autres échelons aussi, parce qu'il y a des communautés de communes, il y a les communautés d'agglomération, et dans les départements aussi qui sont vidés quelque part de leur essence, c'est d'arriver à mener, construire des batailles ensemble. Effectivement, merci. Effectivement, il y a tout le problème institutionnel des communautés de communes, des intercos, de la régionalisation et de la métropolisation, mais ce serait l'objet d'un autre débat, parce que ça prendrait encore au moins 1 heure. Voilà, merci. Je voulais, avant de terminer, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui veulent poser 1 ou 2 questions, rapidement, 2 questions. Ça marche? Oui, ça marche. Alors, moi, bonjour à tout le monde. Je voudrais dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les discriminations territoriales ici, mais je crois qu'on a oublié, si on regarde une carte de géographie, une partie importante de la France, ce sont les zones de montagne. Moi, j'habite dans les Pyrénées-Orientales, qui n'est pas que la mer, mais qui est à plus de la moitié montagneuse. Je suis secrétaire d'une section de montagne et toutes les difficultés qui ont été dites là, elles sont multipliées et les politiques publiques, c'est pareil qu'ailleurs. Les services publics, ils disparaissent, les maternités, elles disparaissent,
quand on habite Font-Romeu, qui est à 80 km de Perpignan, c'est la seule maternité du département, ou on va en Espagne avec les problèmes administratifs que ça peut poser accoucher à Puigcerdà, où on fait 80 km parfois en hiver sur le verglas et la neige. Bon, et ça multiplié par tout. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est que parmi les zones délaissées, il y a les zones de montagne avec des spécificités. Deuxièmement, par rapport aux solutions, notre président a dit que ça coûte un pognon de dingue. Mais on n'est pas le Bangladesh. La France est parmi les plus riches pays du monde. Il y a une évasion fiscale évaluée entre 60 et 100 milliards selon les sources. Donc je pense que le problème, l'argent, il existe. Ce qui manque, c'est la volonté politique de l'appliquer pour rendre les gens heureux et pas pour permettre à d'autres de faire du fric partout. Je crois que le problème, il est là, c'est la volonté politique. Est-ce que quelqu'un veut répondre sur... Alors d'abord sur les zones de montagne, ça va être un peu plus difficile. Je ne sais pas si quelqu'un est spécialiste du sujet. Non, si je voulais dire, je disais, j'avais essayé de balayer moi tous les territoires, mais j'avais oublié les territoires de montagne, donc je m'excuse. Mais vous avez raison. Cela dit, ça fait partie, on peut dire que ça fait partie, c'est entre le périurbain et le rural, selon les endroits où on est. Je connais bien en plus les Pyrénées, donc les Pyrénées-Orientales. Non, sur l'histoire de l'argent, moi je partage. Effectivement, on ne peut pas nous dire toujours on en met trop, on n'en met pas assez. L'argent, il est là. C'est la question de son utilisation. Et bon, voilà, on partage un certain nombre de choses. Mais fondamentalement, on a les moyens de réussir. On a les moyens de réussir un réaménagement du territoire et faire en sorte que l'on habite en zone de montagne, à côté de Font-Romeu, à Grigny, dans la Dordogne, dans le Val d'Oise ou à la Courneuve, on peut avoir une belle vie dans ce beau pays. Bon, merci Monsieur Rio, on va finir et les là-dessus. Outre-mer, pardon, aussi dans les Outre-mer. Soyons inclusifs. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi ce débat et puis on vous souhaite à tous une très belle fête de l'UMA.